du Premier ministre sénégalais sur les homosexuels, qui est terrifiant, terrifiant. Mais voilà, je trouve que des footballeurs qui quand même bénéficient de salaires non, mais la question est pourquoi on l'a laissé jouer? Pourquoi l'a laissé jouer comme ça? Pourquoi ses partenaires n'ont pas dit je joue pas? Et pourquoi il n'a pas... Alors apparemment, il va être sanctionné financièrement par son club. Mais je ne comprends pas. Oui, une sanction financière, mais ça devrait aller bien au-delà. Il devrait être exclu. Je veux dire, tout joueur qui n'est pas en capacité de dire non à l'homophobie ne devrait pas avoir le droit de jouer sur un terrain de football dans notre pays. C'est pas très compliqué, en fait. Mais la question que vous posez, c'est pourquoi les clubs ne sanctionnent pas systématiquement. Voilà. Mais c'est parce que les clubs aujourd'hui sont prisonniers par leurs joueurs et notamment par leurs jeunes joueurs, parce qu'il y a deux sujets dans ce que vous évoquez. Il y a les joueurs d'origine étrangère, des pays arabo-musulmans, type le Maghreb, le Sénégal, le Mali, effectivement, qui arrivent avec leurs mœurs, leurs us et coutumes, et qui, effectivement, ne comprennent pas que la lutte contre l'homophobie, ça ne veut pas dire soutenir forcément l'homosexualité. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui de fond. Et le deuxième point, c'est que une partie du sport aujourd'hui dans notre pays, notamment dans certains territoires perdus de la République, est gangrénée par l'islamisme radical. Et là-dessus, il faut le dire, des jeunes aujourd'hui ont un système de valeurs qui est lié à cette religion-là et qui, justement, fait en sorte que dans les clubs de foot aujourd'hui, dès les plus jeunes âges, moi j'ai joué au foot pendant une quinzaine d'années dans différents clubs, on ne peut plus aujourd'hui, il peut pas y avoir d'homosexuels, il peut pas y avoir de juifs dans un certain nombre d'équipes de foot parce que justement des gens font du séparatisme dans le foot. Et je prends l'exemple du foot, mais c'est également le cas dans les sports de combat, dans d'autres sports. C'est toute la société aujourd'hui qui fait face à ce grand défi. Mais l'homosexualité est un énorme tabou dans le milieu du foot. Tant qu'il n'y aura pas de joueurs, de joueurs de grands professionnels qui fait un coming out. Il y a un super documentaire là-dessus qui s'appelle Faut qu'on parle. Faut qu'on parle sur Canal+. Ce documentaire est vraiment incroyable. Regardez-le, c'est Canal+ qui s'est intéressé, je crois, à 5 sportifs. Il y avait un rugbyman notamment, une joueuse de basket. Non, c'est exactement, je rejoins ce qui vient d'être dit. C'est qu'aujourd'hui, on se plaint beaucoup à raison que les maires actuels de nos villes n'ont pas de grande vision pour leur ville. Là, on a quand même un maire, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais on a un maire qui avait une vision pour Marseille, qui s'était projeté, qui faisait de Marseille une capitale de la Méditerranée et une ville justement qui s'inscrit dans cette stratégie de métropolisation qu'on a eue à partir des années 80. Et faut se souvenir de ces grands maires qui ont fait vraiment l'histoire et l'épopée de certaines grandes villes. Mais ça, il y avait aussi Alain Juppé à Bordeaux, par exemple. Enfin, c'est des maires qui se projetaient, qui avaient une vision. Alors qu'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de maires qui manquent de vision et manquent de hauteur sur leur propre sujet. De Jean-Claude Godin. On s'en approche. Mais c'est vrai que l'interdiction, mais qu'elle ait déjà pu être autorisée, je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathieu Hoc. Moi, je pense que l'État doit mettre en place tous les moyens pour lutter contre l'islamisme et qu'aujourd'hui, le cadre légal n'est pas suffisant. La loi sur les séparatismes, elle amène des éléments qui sont intéressants, mais qui sont absolument pas suffisants. Nous, on avait travaillé sur cette question il y a quelques mois, sur la question de comment lutter contre l'islamisme. On considère qu'il faut créer un délit d'intelligence avec l'islamisme, considérant le fait que dès lors qu'on se compromet avec, quand on est une personne, qu'on soit musulman ou pas, mais dès lors qu'on se compromet avec l'islam le plus radical, ça doit entraîner de suite des sanctions possibles, justement sur ce principe-là, sur ce simple fait. Donc il faut créer un délit d'intelligence avec l'islamisme, et ensuite après, une fois que vous créez ça, vous changez la loi, les pouvoirs publics, la justice et les pouvoirs administratifs auront le poids nécessaire pour pouvoir lutter contre tous les phénomènes d'entrisme de l'islam radical aujourd'hui dans notre pays. On a parlé du sport dans un premier temps. On peut ensuite après citer d'autres pans de la société. La musique, la culture, etc. Toute la société aujourd'hui, une grande partie de la société est gangrénée par l'islam le plus radical. Mais avant de faire des lois, moi je dirais qu'il faut vraiment fermement aujourd'hui. Et puis appliquons déjà. La meilleure façon de vivre dans une société harmonisée, c'est que nous avons des règles qui sont faites par l'Assemblée nationale et le Sénat, par le Parlement, et qu'une fois qu'on est d'accord, c'est le pacte social qu'on l'applique. Si on sort de là, ça sera effectivement la chienlit, aurait dit le général de Gaulle. Mais la chienlit, elle est déjà là à l'école.
Est-ce que je dois vous le rappeler? Enfin, je sais bien, Alexandra, mais il faut peut-être rappeler un certain nombre. Ce qui me marque dans le débat qu'on a actuellement, c'est que j'ai l'impression qu'avec ce qu'on vient de se dire, rien ne changera. C'est-à-dire que on dit les lois ne sont suffisantes pour pouvoir appliquer justement des principes, etc. Mais depuis des décennies et des décennies, rien n'a changé. Et pourtant, les lois sont toujours là. La réalité aujourd'hui est que vivent beaucoup de gens, et vous avez raison, beaucoup de musulmans qui sont dits modérés, c'est que les lois aujourd'hui ne peuvent pas être appliquées sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, quand vous voulez fermer une association proche des frères musulmans, ou vous voulez fermer une mosquée, les personnes qui sont frappées par cette mesure de privation de liberté vont faire un recours devant le Conseil d'État, enfin un recours au tribunal administratif, au Conseil d'État, à la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et rien ne changera. Pareil, vous parliez tout à l'heure des imams et des prêcheurs de haine. Bien sûr qu'il faut expulser systématiquement les imams étrangers qui propagent l'idéologie de l'islamisme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme vous n'avez pas de cadre suffisant, légal suffisant, vous n'êtes plus en capacité de pouvoir respecter les OQTF, parce que justement aujourd'hui, il y a 80% des imams en France qui sont des imams étrangers, donc qui sont liés à des pays comme la Turquie ou comme le Maroc ou comme l'Iran, et aujourd'hui qui font propager un discours de haine, et on ne peut pas les expulser parce que, comme vous l'avez vu... Pardonnez-moi Mathieu, vous avez dit deux choses. Il y a un vrai problème dessus. Vous avez dit qu'il y a des règles, mais les gens vont devant les tribunaux, etc. Vous avez dit que la majorité de nos concitoyens qui sont de confession musulmane vivent. Néanmoins, est-ce qu'on peut craindre qu'il ne se passe strictement rien de nouveau en Iran? Oui, le problème, c'est qu'on avait dit la même chose quand Ahmadinejad avait quitté le pouvoir, avait été contraint de quitter le pouvoir alors que c'était un président ultra conservateur. Non, ce qui se joue, c'est qu'aujourd'hui, les ayatollahs de l'Iran jouent la question suivante, c'est qu'ils veulent être le champion de l'islamisme par rapport à d'autres puissances islamistes concurrentes. Et il y en a deux. La première, c'est la Turquie, avec Erdogan. Erdogan a fait un revirement stratégique à partir de 2014, l'élection de 2014, sa réélection en 2014, en voulant être le champion de l'islamisme pour pouvoir être ce qu'il appelle être le sultan, on va dire, du monde sunnite, etc., et prendre la place que laisse un peu l'Arabie Saoudite, qui s'occidentalise un petit peu en quelque sorte. Premier défilé de mode en maillot de bain ce week-end. Exactement. Et avec Ben Salman, il multiplie, on va dire, ces appels un rapprochement un peu entre guillemets avec l'Occident. Les deuxièmes acteurs qui sont, on va dire, concurrents de l'Iran en termes pour être le champion de l'islamisme, c'est les acteurs dits non étatiques, donc les organisations terroristes. Daesh étant l'État islamique au Levant est quasiment inexistant, puisqu'il a été annihilé par les frappes russes et occidentales à la fin des années 2010. En revanche, par contre, il reste toute une série de mouvements terroristes, notamment au Sahel, et ce sont ces organisations-là qui jouent la question de l'islamisme, sachant que l'islamisme aujourd'hui progresse dans le Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, justement. Et il faut aussi se dire la même chose, je terminerai dessus, c'est que on a eu un débat passionné sur l'islamisme en France. On ne va pas résoudre la question de l'islamisme en France si on la résout pas au Moyen-Orient, notamment. Et je vous conseille un site, un compte Twitter, Lettres de Téhéran, et qui dit son successeur qui prendra le pouvoir après une mascarade électorale ne fera pas mieux, car Khamenei et ses gardiens de la révolution sont les seuls maîtres du pays. Et le compte Twitter des femmes Azidi aussi, qui sont des femmes extraordinaires. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les 5. C'était très animé. Merci.